Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo point d'artiste avec les créations, les inspirations, les favoris. C'est une de mes vidéos préférées à tourner plus ou moins tous les mois. Du coup là, j'ai rassemblé un petit peu toutes les choses que je vais vous présenter avant de partir en vacances, parce que je crois que quand cette vidéo va sortir, je serai en vacances, mais je voulais pas vous laisser sans contenu. Donc on va commencer par les créations. Alors côté création, ces derniers temps j'ai surtout peint dans mon carnet de croquis. En fait j'ai un carnet avec du papier aquarelle à l'intérieur, et puis je peins différents trucs, soit à partir de tutos, à partir de photos d'inspiration, ou simplement ce que j'ai envie. Et ensuite dans un deuxième temps, soit ça devient quelque chose que je prends en photo, que je partage avec vous, que je numérise, dont je fais des cartes postales ou de la papeterie, des choses comme ça, soit ça reste quelque chose que je garde pour moi. Disons, ça on en reparlera je pense dans d'autres contenus, mais j'ai décidé de bien séparer clairement les créneaux de créativité où je m'exprime sans arrière-pensée, on va dire, et des créneaux de diffusion un peu plus stratégiques d'artistes entrepreneurs où je regarde les différentes choses que j'ai créées et je décide parmi ces choses-là lesquelles je souhaite diffuser. C'est un processus qui fonctionne extrêmement bien pour moi, qui me permet de garder une certaine spontanéité, intuition, inspiration quand je crée, parce que je me dis pas « Ah, cette création-là, c'est pour la capsule Patreon » ou « Cette création-là, c'est pour la boutique » ou « C'est pour ceci, cela ». Je me laisse créer ce qui me fait envie, et c'est après coup que je décide si j'en fais quelque chose en termes de diffusion, et auquel cas ce que j'en fais, voyez. Donc j'ai fait pas mal de trucs comme ça, et en termes de justement ce que j'ai préparé pour la diffusion ces derniers temps, c'était essentiellement la collection Orbit, qui est la nouvelle collection permanente qui va être aux côtés de la collection Café aux Étoiles et de la collection Bien Chez Soi sur la boutique de Café aux Étoiles dès qu'elle est ouverte, parce qu'évidemment là, vu que je suis en vacances, au moment où sort la vidéo, la boutique est fermée, mais elle va rouvrir fin juin. Et si vous regardez longtemps après la publication, n'hésitez pas à aller voir le lien de la boutique et de voir si elle est ouverte. Normalement, à partir du moment où elle est ouverte, sauf si je suis en rupture de stock de matériel, de papier, ces collections-là sont toujours disponibles. Et donc la collection Orbit est la dernière arrivée de ces collections permanentes, cœur de collection. Donc j'ai fait seulement quelques petits trucs pour commencer, puis comme les deux autres collections permanentes, ça va s'étoffer au fil du temps. Une des choses que j'ai fait, c'est un tirage d'art, je l'adore ce tirage d'art. Donc d'une lune, planète, un peu turquoise et brune, que j'ai peinte et numérisée. Et ensuite j'ai rajouté en fait à la main, à l'aquarelle dorée, des sortes de craquelures un petit peu qui suivent les couleurs des pigments du dessin de base, pour en faire une lune un petit peu craquelée dorée quoi. Voilà, donc celle-ci c'est l'épreuve d'artiste, en fait elles sont numérotées derrière, signées devant à la main, et celle-ci je pense que je la mettrai dans ma déco. Elle n'est pas encore encadrée parce que je sais pas encore où je vais la mettre, mais je le trouve particulièrement réussi ce tirage d'art, il me plaît beaucoup. Bon, alors après c'est mes peintures, c'est mon style, donc forcément ce que je peins ça me plaît, c'est dans mes goûts quoi, mais là je suis particulièrement contente, donc je pense que je vais la mettre quelque part chez moi. Mais en attendant je vous la montre. Et donc le principe des tirages d'art, c'est que ça part d'une aquarelle originale que je numérise et que j'imprime. Donc là c'est sur du papier 300 grammes par mètre carré avec une texture aquarelle, donc on est quand même sur du bon papier. Et je viens rajouter à la main, donc là les pigments dorés, la signature au crayon de papier et la numérotation derrière. Donc il va y avoir 10 exemplaires, il y en a 10 exemplaires celle-ci. Donc la numérotation à la main derrière, et c'est envoyé avec un certificat d'authenticité. Les tirages d'art comme ça, c'est considéré comme des œuvres d'art. Et ça, j'aime bien en faire avec les collections parce que c'est plus abordable qu'une aquarelle originale. Et du coup, pour les gens qui aimeraient se procurer en fait une œuvre d'art, qui n'ont pas forcément la possibilité financière de se payer un original, c'est
une moyenne gamme de prix qui est pas mal. Donc j'aime bien faire un petit peu des tirages d'art comme ça. Ensuite, il y a une carte postale à partir d'une autre lune que j'ai peinte. Alors là, il n'y a pas d'ajout, hein, c'est pas un tirage d'art, c'est vraiment une carte postale en série, il n'y a pas de... En fait, ma seule limite, c'est la quantité de papier que j'ai, avec un petit verso avec le nom de l'artiste qui est moi-même en l'occurrence. Et ça, c'est des papiers que j'avais achetés chez Bössner en Allemagne. Donc des papiers artisanaux à bord irrégulier, 300 grammes par mètre carré, donc assez haute qualité. Et il y avait les enveloppes qui allaient avec. Donc j'avais acheté les deux en fait. Et du coup, c'est des gammes de cartes postales qui sont vendues à l'unité, puis qui sont un petit peu plus chères que celles que je vends par 4. Parce que c'est du papier de meilleure qualité, etc. Il y a un côté un peu plus artisanal, haute qualité à ces cartes postales là. Voilà, donc il y a ça. Il y a un original que j'ai eu le temps de peindre avant de sortir la collection. J'en peindrai peut-être d'autres dans l'été, mais en attendant, il y a un original que j'ai mis à la vente avant de partir en vacances et qui reviendra sur la boutique s'il n'a pas été vendu entre temps, puisque je filme cette vidéo avant de lancer la vente, donc je ne sais pas encore ce qui va se vendre ou pas. Voilà, donc là c'est un format 13 par 18, c'est un papier artisanal Caddy, donc qui vient d'Angleterre. Je me demande s'il n'est pas fait en Inde, mais la marque est anglaise. Et c'est donc une orbe dans les tons marron et ocre avec du doré. Je crois que je l'ai appelée lune à la pluie dorée ou un truc comme ça. Enfin, vous verrez sur la boutique quand elle sera ouverte. Voilà, donc ça c'est l'original qui sort avec le début de la collection. Et après j'ai deux assortiments d'adhésifs. Donc le premier assortiment, c'est les fameuses 4 planches avec Haiku, qui sont vraiment les produits phares qui vous plaisent le plus. Donc là j'en ai fait 4 en réunissant un peu les lunes par thème de couleurs. Du marron, du bleu, du vert et des choses plus rose, magenta, un peu comme ça, beige. Donc celles-ci elles sont vendues par 4 et c'est du papier transparent mat. Ce qui signifie que quand vous le décollez, il est légèrement en transparence et que quand vous le collez sur le papier, il y a cet effet de semi-transparence qui fait penser à l'aquarelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce papier. Et l'autre assortiment, qui est aussi un assortiment classique avec toutes les collections que je sors, qui est l'assortiment calendrier. Donc là, il y a 2 planches adhésives avec un mélange de déco et de trucs un peu plus organisationnels. Et 4 calendriers perpétuels avec 4 planètes et les couleurs assorties, voilà. Donc c'est des calendriers où il y a les jours de la semaine où il n'y a pas les numéros, il n'y a pas le mois, ce qui fait que vous pouvez coller dans vos différents journaux, vous pouvez vous en servir de tracker d'habitude par exemple, vu qu'il y a 30, je crois qu'il y a 30 cases, non, plus, 4, 5 fois 7, il y a 35 cases, donc vous pouvez vous en servir de tracker d'habitude, vous pouvez vous en servir de calendrier de la date que vous voulez pour votre bullet journal. Moi c'est comme ça que je m'en sers dans le mien, puisqu'il est par cycle, mon bullet journal n'est pas par mois. Ben des fois dans un calendrier il y a des semaines qui appartiennent à 2 mois différents, du coup je suis bien contente de pouvoir la rentrer à la main. Voilà, ça peut servir de suivi, ça peut servir de plein de choses. Il est imprimé sur du papier recyclé, fibré, et je crois que la couleur ils appellent ça crème, donc il y a une espèce de beige clair, c'est plus beige que du blanc. Mais ça reste un beige très très clair, vous voyez. Voilà. Donc ça c'était pour les créations de ces derniers temps, c'était ces 2 choses-là. Ensuite, parlons des inspirations et des favoris. Je propose de commencer par les objets puisqu'ils sont un peu là autour de moi. Je me suis acheté un sac à main. Je crois que j'ai évoqué la question du sac à main dans un café du matin où je vous expliquais que j'étais stressée, que je commençais à essayer de gérer mes émotions d'une façon inconsciente. Et acheter des sacs à main fait partie de la gestion inconsciente d'émotions chez moi. Donc je me suis acheté un sac à main, donc je suis très contente. La marque c'est Nat & Nin. Et c'est un format assez petit. Et en même temps, il y a assez de place à l'intérieur pour mettre quand même pas mal de choses. Donc c'est un peu le sac à main de sortie en ville classique. Parce qu'il y a la place pour mettre tout ce qui est portefeuille, clés, portable, etc. La petite pochette dans laquelle il y a les pansements, les antidouleurs, les cartes de fidélité, les machins comme ça. Et il y a encore la place pour mettre une liseuse ou le bullet journal tout seul sans tous les autres carnets. Et il y a encore la place pour mettre soit un étui avec lunettes de soleil, soit un petit parapluie. Et puis il y a plein de poches.
Il y a une petite poche devant dans laquelle je mets mon passe Navigo. Il y a une petite poche derrière dans laquelle je mets mon téléphone. Il y a des poches à l'intérieur où je peux venir glisser, genre le rouge à lèvres, la crème pour les mains, le gel hydroalcoolique et compagnie. Enfin, bref. Et la couleur, j'adore. C'est un rouge orangé. C'est une de mes couleurs préférées de la vie. Et qui est suffisamment lumineuse et suffisamment saturelle, un peu ocre en fait, pour à la fois pouvoir être portée au printemps-été et en automne-hiver. Donc même si c'est un achat qui était un petit peu achat émotionnel quand j'étais un petit peu stressée ces dernières semaines, c'est quand même un achat dont je suis très contente. Et Nathéline, c'est une marque dont je suis très contente. J'ai un autre sac d'œufs que j'ai acheté il y a peut-être 5-6 ans, il n'a pas bougé quoi. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix cette marque. Ensuite, un peu des produits de beauté. Je suis allée chez Christian Dior. Très exactement, je suis allée au Bon Marché, qui est le grand magasin le moins bon marché de tout Paris. Je suppose qu'à l'époque où il a été créé par rapport aux modistes qui faisaient des choses sur mesure, ça devait être Bon Marché. Aujourd'hui, c'est un grand magasin qui est sous la houlette de LVMH, donc qui est Louis Vuitton et compagnie. Enfin, c'est l'espèce d'énorme conglomérat du luxe français. Là, c'est sûrement le numéro 1 du luxe français qui possède c'est un peu grand magasin type Galeries Lafayette et compagnie, vous voyez, où il y a énormément de touristes, énormément de Japonais qui traînent là-bas, qui est très très luxueux. Et moi, j'aime bien y aller parce qu'ils ont des comptoirs justement de marques de luxe qui sont très très bien fournis. Du coup, il y a un peu toutes les couleurs, il y a un petit peu toutes les gammes, parce que c'est vraiment le grand magasin de Paris où viennent les gens, les touristes qui ont un petit peu d'argent, vous voyez. Et donc, à l'origine, j'étais venue chercher chez eux ce truc-là. Alors, ça s'appelle Lip Glow Color Reviver Balm. J'adore le marketing des produits de luxe. Ah d'ailleurs, à ce propos, marketing des produits de luxe, le vendeur m'a fait essayer un sérum, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, élixir de vie ou un truc du genre, qui est fait à partir d'antioxydants tirés de Grand Cru de Bordeaux, Château Yquem, je sais pas quoi. Ils vendent ça à 850 € la bouteille. Et c'est pas une blague. J'adore le marketing des marques de luxe. Je suis sûre que les Chinois, ils sont fans de l'idée d'acheter un sérum qui est fait avec des antioxydants de grands vins français. Ça sent bien la technique marketing qui est destinée à l'étranger, vous voyez. Mais bref, j'ai pas acheté de sérum. J'ai acheté par contre ce baume à lèvres. En fait, ça fait des années, j'en ai une ou deux autres couleurs, mais que j'ai depuis 10 ans, de ce produit-là. Donc c'est une espèce de... bon, pas un rouge à lèvres, hein, bon, justement, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres coloré. Et en fait, qui est assez confortable sur les lèvres. Je trouve qu'il est aussi confortable sur les lèvres qu'un baume. Alors, pas autant qu'un baume, on va dire, nourrissant, qui est fait pour s'occuper des gerçures et tout ça en hiver, hein, mais il a le confort d'un produit de type baume ou huile pour les lèvres. Et en même temps, la pigmentation est suffisamment importante pour que ça se voit quand même sur les lèvres. Donc là, la couleur que j'ai, c'est celle que j'ai sur moi, c'est 020 Mahogany. Donc c'est du marron foncé. Je me demande s'il n'est pas conçu à la base pour les femmes à la peau, enfin pour les personnes à la peau noire. Mais moi qui aime beaucoup les produits de maquillage sur le visage qui sont couleur chaude, j'aime bien les beiges chauds, les marrons, les neutres chauds comme ça, les vieux roses qui tirent sur le marron, enfin les pêches orangées, etc. C'est des couleurs qui me conviennent mieux parce que j'ai une peau assez méditerranéenne et assez sous ton olive, assez chaude, donc ça me convient et ça me plaît. Vous voyez que les vernis à ongles, c'est aussi des trucs un peu marron, beige, etc. que je mets tout le temps. Bref, du coup je voulais cette couleur-là, elle n'était pas forcément disponible partout, du coup je suis allée acheter ça chez Bon Marché et j'aime bien utiliser ça en été. Parce que sinon le reste du temps, ce que je fais, c'est que je mets un baume à lèvres nourrissant en dessous et une couche de rouge à lèvres par-dessus quand j'ai envie de me maquiller les lèvres. Et l'été, quand il fait 30 degrés, j'ai pas envie d'avoir 50 couches de trucs sur les lèvres. Du coup, il y a ce truc-là. Et du coup, maintenant, il y a le marron. Voilà. Et le deuxième truc, alors là, je l'ai pas acheté ce coup-ci chez Bon Marché, je l'avais déjà depuis un moment, que j'utilise chez Dior. Comme ça, vous savez l'intégralité des deux produits que j'utilise chez Dior, qui est le Nail Glow. Encore un truc qui glow. Qui est en fait un vernis transparent. Alors comme vous pouvez le constater, il est un peu rose, mais en fait une fois que vous le mettez sur les ongles, il est transparent.
Et en fait ce rose vise à contrebalancer un peu un sous-ton jaune qu'on peut avoir sur les ongles quand ils sont nus. Donc certaines personnes ont les ongles qui tirent un peu vers le jaune naturellement, ou bien, moi ça m'arrive quand je mets beaucoup de vernis d'affilée, que je laisse pas reposer mes ongles, ils jaunissent un petit peu. Et du coup ça permet de redonner une teinte un petit peu saine, on va dire, un petit peu jolie et propre à l'ongle. Et du coup pourquoi je l'utilise? Alors je le mets sur les ongles des pieds quand j'ai la flemme de colorer les pieds, ce qui est 11 mois sur 12. En gros je me mets du vernis à ongles sur les pieds entre le 15 juillet et le 15 août. Donc le reste du temps, si je vais être amenée à être vue pieds nus, ben je mets ça sur les ongles des pieds. Et sinon je le mets quand, d'ailleurs là ce sera bien l'occasion de le faire aujourd'hui je pense, quand la manucure elle commence à partir et que ça commence à se voir, mais que j'ai pas le temps de m'en refaire, parce que les manucures je les fais chez moi. Hein. Voilà. Et bah du coup je vais mettre du dissolvant et enlever la manucure. Comme j'ai pas le temps d'en refaire une tout de suite, je vais juste mettre une couche de ça. Enfin, je vais les limer un petit peu, je vais mettre une couche de ça. Et ça me permet d'avoir les ongles tout beaux, tout propres, le temps, pendant quelques jours, le temps d'avoir le temps de me refaire une manucure, vous voyez. Tant qu'on est dans les produits de beauté, j'ai passé une commande chez une marque qui s'appelle Typologie. Typologie Paris, je crois que ça s'appelle. Alors, cette marque-là, elle fait partie, puisqu'on parle de marketing, on parlait de marketing des produits de luxe avec Dior. Typologie fait plutôt partie de ce type de marque qui fait un marketing de marque française, éthique, responsable, bio, naturel, mais avec des actifs qui sont efficaces, des laboratoires qui font des tests. Vous voyez, ça qui sont un peu dans cette espèce de croisement entre on est naturel, éthique, bon pour la peau, mais on a quand même des actifs tirés de plantes qui sont vraiment efficaces. On a des labos qui testent les machins. Alors je crois pas qu'ils fassent de pub à la télé, mais ce serait typiquement le genre de marque qui fait des pubs à la télé avec des types qui ont des blouses blanches, vous voyez. Bon en tout cas voilà, c'est une marque française. Moi j'aime bien en termes de cosmétiques avoir sur la peau plutôt des produits d'origine naturelle. Et du coup j'ai voulu tester, pour être tout à fait transparente avec vous. C'est encore une créatrice de contenu qui en a parlé sur YouTube, qui avait un code de réduction ou un truc comme ça qui m'a fait acheter, qui m'a influencé, d'où le terme influenceuse. Et j'ai utilisé son bon de réduction qu'elle avait pour avoir, je crois que c'est un lait démaquillant que j'ai reçu gratuitement, que j'ai pas là. Donc j'ai acheté de l'hydrolat de fleurs d'oranger bio, que je me mets sur le visage avec un coton le matin pour me débarbouiller un petit peu avant de me nettoyer machin. Il est très bien, simplement il fait 100 ml, il est 2 fois plus cher que la moyenne quoi. Donc je sais pas si je le rachèterai, peut-être que j'achèterai une autre eau de fleurs d'oranger que je remettrai dans ce magnifiquement joli pot. Peut-être bien que je ferai quelque chose comme ça. Ensuite j'ai acheté un sérum repulpant, acide polyglutamique 3% plus extrait d'algues rouges, vous voyez ce que je veux dire hein. Ils ont un côté trait, on sélectionne les ingrédients pour vous, c'est très efficace, tout ça. Que j'utilise le matin et qui est vendu comme étant hydratant, donc pour les peaux déshydratées, et repulpant, donc avec une action un peu... Alors ils appellent pas ça anti-rides, justement ça me fait plaisir, parce qu'ils n'ont pas de marketing anti-âge à proprement parler, ils ont plutôt une approche... En fait, ils ont une approche d'adapter les produits en fonction du type de peau. D'ailleurs, sur leur site, ils ont un quiz, un test assez poussé qui permet de définir un type de peau. Puis évidemment, le but, c'est de vendre des produits derrière. Donc après, ils vous proposent toute une routine de soins qui est adaptée à votre type de peau. D'où le nom de la marque Typologie. On étudie le type de peau, vous voyez. Et du coup, ils ont tout un système, plutôt que de parler de combattre l'âge et compagnie, moi c'est le genre de marketing qui me gonfle, parce qu'on vieillit, c'est comme ça, la peau elle se ride, c'est comme ça, j'ai pas envie de combattre la nature, j'ai pas envie de combattre l'ordre naturel des choses, c'est pas un vocabulaire qui me convient pour mon imaginaire intérieur. Et du coup, là j'étais contente de voir qu'ils parlent plutôt de, bah oui, dans les types de peau, bah, y a des peaux plus matures, plus vieillissantes, qui ont des rides et qui ont d'autres besoins. Et le besoin n'est pas forcément d'avoir l'air plus jeune et d'effacer les rides. Bref. Et je crois bien que ce sérum-là, il fait partie de cette gamme où on a la peau sèche et où on commence à avoir des rides. Donc je peux pas vous dire si c'est efficace parce que je l'utilise depuis peut-être un mois.
Et je crois que les sérums, il faut les utiliser au moins 3 mois pour voir si vraiment ça fait quelque chose. Mais voilà, je l'ai ajouté à ma routine et pour l'instant il me convient bien. Et j'ai voulu tester l'huile à lèvres, j'en avais jamais utilisé avant. Donc l'huile à lèvres, pareil, c'est un peu... J'aime bien le côté nourrissant en fait, donc la vitamine E plus squalane. La teinte c'est powder pink, donc c'est un petit peu rosé. Rose, mais un rose un peu corail, un peu chaud quoi, les roses que j'aime bien. Et du coup il y a un peu cette idée comme le baume teinté, qui teinte un petit peu les lèvres mais surtout qui permet d'en prendre soin. Donc là c'est pareil, je me suis dit pour l'été, comme je vous disais j'ai pas envie de mettre 2 couches sur les lèvres, ça peut être pas mal. Alors la coloration est beaucoup plus discrète que sur cette gamme là. Là si on en met on peut vraiment avoir les lèvres colorées. Là c'est beaucoup plus discret, ça fait un petit peu plus bonne mine. Du coup les deux ils sont bien complémentaires pour l'été, je vais utiliser ces deux là cet été. Et je crois qu'on en a fini avec les cosmétiques, je vais terminer avec un peu de papeterie. Alors la première chose, c'est quand même cette magnifique couverture en cuir que vous verrez de plus près lorsque vous verrez la prochaine vidéo Bullet Journal où j'ai installé, j'ai finalement terminé le Leuchtturm là. Et du coup j'ai acheté un Moleskine. Je vous parle en détail de tout ça dans la vidéo Bullet Journal qui s'en vient. Mais du coup je vous la montre quand même cette couverture. Donc la marque c'est Louise Carmen, qui est une marque française. Les couvertures en cuir sont fabriquées en France. Alors ils vous vendent des gris-gris, des machins, des trucs. Ça peut vite revenir bien cher hein, quand on prend les cordons, les gris-gris, les nanis, les nanas. Et puis les gris-gris je me suis dit j'en ai pris un petit peu, vous voyez. Mais je me suis dit au fil de mes propres voyages et de mes propres vacances, je vais peut-être bien les remplacer par mes propres souvenirs, vous voyez ce que je veux dire? Des choses que je peux trouver dans mes voyages et que du coup ils ont une signification plus personnelle. Mais pour commencer, j'ai acheté ceux qui sont vendus par la marque. Enfin j'ai choisi parmi tout ce qu'ils ont, ce qui est vendu par la marque. Donc là c'est le format, je crois qu'ils appellent ça Roadbook Héritage. Et c'est le format 13 par 21 cm qui est le format de la marque Moleskine. Et donc à l'intérieur, alors, truc que j'aime bien, il y a un petit peu de personnalisation. Alors pareil, les gris-gris, la personnalisation, naninana, ça rajoute un peu du prix au truc, mais j'ai mis mes initiales là en bas, où il y a donc mon prénom, mon nom de jeune fille qui est la même initiale que mon nom d'autrice et mon nom d'épouse. Et j'ai fait graver une petite phrase là sur l'intérieur, prendre le temps de vivre, pour me rappeler de ralentir, de me calmer, de vivre un petit peu plus sereinement, moi qui ai un cerveau qui vit à 15 000 à l'heure. Et donc, présentement à l'intérieur, j'ai 3 carnets. Donc il y a un carnet de notes Louise Carmen, parce qu'évidemment ils vendent aussi des carnets au format 13 par 21. Ou d'ailleurs c'est du papier d'assez bonne qualité, il est plus épais que le papier Moleskine, il y a 60 pages dedans. Franchement c'est assez quali. Je pourrais recommander si vous avez besoin de carnets de 60 pages, vous avez envie d'avoir un système un petit peu comme ça, et que vous avez du coup envie d'avoir une couverture à ce format là, franchement les carnets Louise Carmen c'est une bonne qualité, c'est cool. Donc là ce que j'ai c'est un carnet de notes avec des petits pointillés, donc les notes elles se détachent. C'est tout du pointillé par contre qu'ils ont chez Louise Carmen, ils n'ont pas de lignée. Et celui-là c'est mon carnet de notes slash par le singe, le carnet de brouillon où je recopie les informations pertinentes ailleurs et je le fous à la poubelle une fois qu'il est plein. Donc ça c'est le premier carnet. Le deuxième carnet c'est mon bullet journal. Donc Das Bullet Journal qui est du coup dans un Moleskine format 13 par 21, couverture souple, noire et qui doit avoir autour de 200 pages. Donc on verra combien de temps me dure le carnet de 200 pages, mais en fait j'utilise assez rapidement. Parce que là j'en suis déjà à 40 pages alors que j'utilise depuis 3 semaines. Donc il est fort possible que les 200 pages ça me fasse que 3 mois, vous voyez, on en reparlera quand j'aurai terminé le bullet journal. Le dernier carnet que j'ai, que j'avais déjà en fait, la marque c'est Tinemia, c'est une marque néerlandaise, qui se trouve être aussi au format 13-21, et je voulais un petit peu utiliser ce que j'ai avant d'acheter des nouveaux carnets. Donc du coup j'ai utilisé celui-là, et ça c'est un journal de gratitude. C'est le journal de gratitude que j'ai installé le mois dernier quand je suis passée sur le format Traveler's Notebook, que je continue à utiliser. D'ailleurs j'en profite entre parenthèses pour vous confirmer que
ce format avec couverture en cuir et 3 carnets qui sont tout le temps là avec moi, que j'ai tout le temps sous le nez, c'est très très efficace pour me rappeler d'écrire mes gratitudes. On n'écrit pas forcément tous les jours, mais je suis très très régulière. Là ça fait un mois du coup, du 28 avril au 31 mai. Et je suis très très régulière, c'est très efficace de garder les carnets ensemble. Donc c'était un bon move. Et le dernier truc que j'ai mis dedans, alors il y a il y a 3 grands élastiques avec 3 petits élastiques, donc vous pouvez mettre jusqu'à 6 carnets dedans. Donc j'en ai mis 3. Et en fait sur un des élastiques, j'ai mis un portfolio en craft comme ça, en carton, que j'avais acheté chez Paper Republic, qui est une autre marque qui propose ces solutions de carnets en cuir, enfin de couverture en cuir avec des multiples carnets, dans laquelle je mets essentiellement des stickers en gros. Hein. Des stickers, des mémos, des machins comme ça. Je dois avoir... voilà, j'ai mon mémo des questions du point du mois serein que j'avais envoyé au mécène il y a très longtemps. Et les stickers du thème du moment. Voilà, ça permet de garder un petit peu du... Parce qu'il n'y a pas de... Sur la couverture, il n'y a pas du tout de... Elle est vraiment brute comme ça, il n'y a pas du tout de pochette ni rien. Donc ça permettait d'avoir un espèce de stockage supplémentaire. Louise Carmen en vend, je crois, en cuir. Une espèce de truc qui s'insère comme ça avec des zips, des pochettes, des machins. Que j'ai pas acheté parce que justement j'avais déjà un petit peu ce qu'il fallait. Ah oui, et je voulais vous montrer, mais j'ai oublié, je vais les chercher. Les 3 carnets là que j'ai là-dedans, donc qui prennent cette place-là quand je remplis tout et que j'emmène tout avec moi, et bien avant de passer au format comme ça prenait toute cette place-là. Parce que je l'ai gardé exprès pour vous le montrer, c'est un carnet de par le singe qui est plein, qui était celui que j'utilisais au mois d'avril, je crois. Ah non, de mi-février à mi-avril. Bon, il m'a duré 2 mois ce truc à part le singe. Donc, vous voyez quand même assez important. Mon précédent bullet journal que j'ai terminé mi-mai. Et alors là j'ai mis, parce que c'est ce format là en fait, mon journal de gratitude que j'avais lancé en janvier, dont il y a une vidéo quelque part sur la chaîne YouTube, c'était un format Traveler's Notebook. Donc j'avais une couverture avec le carnet à l'intérieur. C'est pas celle-ci, mais c'est pour vous montrer la taille et l'encombrement. Donc si vous voulez, les 3 carnets à trimballer partout, ça faisait quand même ça. Plus après encore les pochettes, les stickers, les machins. Et là, hop, c'est quand même un petit peu plus compact. Alors ça fait pas une différence énorme, mais c'est un petit peu plus compact. Et puis surtout, ben ça tient dans un seul truc. Donc je peux trimballer un seul truc. Très ravie. Et je vous laisse attendre la vidéo bullet journal qui sortira courant juin, où j'installe le fameux Moleskine et où vous allez voir tout ça en action d'un petit peu plus près. Ah oui, dernier objet avant... Ah si, attendez, papeterie. En termes de papeterie, il y a un seul truc dont je voulais vous... Ah non, il y en a 2. Il y a 2 trucs. Il y a les stylos au format 0,38 mm. Donc là c'est pareil sur le bullet journal et les autres carnets qui sont là, c'est tous des carnets pointillés à 5 mm d'épaisseur. Et au fil des années, à force d'utiliser ce genre de carnet pointillé dans mes journaux, j'ai fini par écrire de plus en plus petit. Et quand on écrit toutes les lignes, plutôt qu'une ligne sur 2, sur du 0,5 cm, du 5 mm, et ben c'est vachement plus lisible et vachement plus confortable d'écrire avec une pointe plus fine. Donc pour les stylos plumes, j'ai pris l'habitude maintenant d'acheter des pointes fines, voire extra fines. Donc des pointes de plumes en fait. Quand vous achetez un stylo plume, vous pouvez choisir l'épaisseur de la pointe, sachez-le. Et là, ça c'est des gel pen, des stylos gel, des stylos à encre gel. Et en fait, ils sont tous les 3 en 0,38 mm. Donc là, il y en a 2. Là, c'est juste que j'ai acheté un plus joli corps métallique. Mais ces 2-là, c'est la même marque. C'est des Sarasa Nano de chez Zebra, qui est une marque japonaise. Donc Nano, pourquoi? Parce que justement, la pointe, elle est en 0,38 plutôt qu'en 0,5. Donc un marron vintage et puis un couleur un peu camel. Donc vraiment les neutres chauds, c'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien dans mon bullet journal. Et ça c'est un Uniball One.
Et en fait vous achetez le corps, donc là il est couleur, je sais plus comment ils appelaient ça, cappuccino, café latte, un truc comme ça, une espèce de beige un peu rosé. Et après vous achetez des recharges en fait, c'est de l'encre noire, vous achetez des recharges que vous pouvez mettre à l'intérieur, que vous pouvez changer d'ailleurs, là c'est pratiquement terminé. Et donc il y a des recharges Uniball, donc ils ont du 0,38 noir. Mais là-dedans j'ai mis un truc comme ça. Les deux sont compatibles. Les recharges d'encre des marques Zebra, Sarasa, Nano et Uniball One sont compatibles. Donc là-dedans j'ai mis le, je sais plus comment ils appellent ça, Sepia Black. Donc un noir un peu passé, un noir un peu anthracite de cette marque-là. Là-dedans. Voilà, c'est du 0,38 mm. Et ce que je me suis dit, c'est que si j'en ai marre de cette couleur, là c'est un truc en plastoc, ça a coûté 5 €. Si j'en ai marre de la couleur, et ben j'en achète une autre couleur. Sachant que c'est des marques japonaises, on n'est pas du tout à l'abri qu'ils sortent des éditions limitées, des machins comme ça, ils adorent ça les japonais. Donc peut-être qu'un jour j'achèterai une couleur plus foncée pour l'hiver ou je sais pas quoi. En attendant, ces trois là, ce sont donc mes 3 stylos pointe fine 0,38 dans des tons neutres chauds que j'utilise en alternance pour remplir les pages de mon bullet journal. Et ça c'est tout pour la papeterie. Ah non, c'est pas tout pour la papeterie, dernier truc. Ça faudrait que je vous le montre par-dessus le bureau là, faudra que je pense à filmer un truc parce que sinon vous allez pas voir. Un truc que je fais depuis 2 ans dans mon bullet journal, c'est que j'ai un petit tampon en forme de livre comme ça que j'ai acheté il y a 2-3 ans et que j'utilise en guise de symbole quand je veux donner un avis sur un livre que je viens de finir de lire, que ce soit de la non-fiction ou de la fiction. Donc je mets ce petit machin, je mets le titre du livre, un petit paragraphe avec une petite note à la fin, etc. Ça fait des années que je fais ça dans mon bullet journal. Un machin d'Ilona Andrews. Et donc vous avez le petit symbole du bouquin, le titre, mon avis, une petite note à la fin. Voilà, c'est un truc que je fais depuis des années. Et en fait, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible, mais en fait, un tampon, quand il est trop utilisé, il peut s'user. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec celui-là. Il a fini par complètement perdre en fait les petites marques autour du livre, etc. Les petits détails qui étaient censés y avoir. Alors j'ai essayé de les reconstituer avec mes ongles. Je l'ai utilisé plusieurs fois par semaine pendant des années. En fait, ça commence à faire un espèce de blob qui ressemble plus à un livre. Et comme c'est un truc que j'utilise ultra souvent, j'ai trouvé, alors celui-là je l'ai trouvé chez Café Analogue. Je me souviens plus du nom de la marque, mais je vous le mettrai dans la description. Et là on est sur du tampon de haute qualité, je le vois rien qu'en le prenant entre mes mains par rapport à celui-là. Là c'est un espèce d'aggloméré, là c'est du bois massif. Hein. Et c'est un truc ultra fin, ultra détaillé, qui donne un super joli bouquin, voilà, petite ligne de bouquin, etc. Alors je crois que je l'ai payé 16 ou 17 € pour un tout petit tampon comme ça. Alors autant vous dire que c'est le haut de gamme du tampon. Mais vu que le livre comme ça, c'est un truc que j'utilise ultra régulièrement, bah du coup je me suis offert ce tampon là. Peut-être qu'un jour il s'usera aussi comme l'autre. Mais vu que j'en ai un gros usage, ça me pose pas de problème. Et donc voilà, si vous avez des... Donc c'est une marque japonaise, du coup les petits symboles qu'ils ont, c'est des symboles qui sont un peu japonisants, vu que c'est un truc avec du matcha, des machins comme ça. Donc si vous avez ce type d'usage et que vous avez un symbole particulier que vous utilisez super souvent, sachez que cette marque de tampon un peu luxueux existe et qu'elle est en vente chez un revendeur de papeterie qui est basé aux Pays-Bas qui s'appelle Café Analogue. Ça va être longue la vidéo parce que je crois qu'on est déjà à une demi-heure. J'ai même pas encore parlé de mes lectures. Donc, on va terminer avec les inspirations culturelles du moment. Évidemment, j'ai perdu ma page puisque j'ai refermé le bullet journal pour vous montrer la couverture. Voilà. Alors, il y a un seul truc que j'ai en physique, c'est ces 3 petits bouquins-là que j'ai trouvé dans une librairie indépendante à Auxerre. Quand j'ai fait, je me suis fait un petit week-end prolongé à Auxerre en famille. Donc ça fait partie des éditions de la BNF, la Bibliothèque nationale de France.
La collection s'appelle L'œil curieux et en fait c'est des livres essentiellement visuels. J'aime beaucoup la reliure et tout ça, ils font 48 pages je crois. Je me suis dit ça, ce format là pour faire des petits zines ou des petits machins comme ça peut être pas mal. Je me renseignerai auprès des imprimeurs dont j'ai le contact pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire des courts tirages de ce type de bouquin chez Café aux Étoiles un jour. En attendant, donc voilà, c'est des trucs qui sont essentiellement visuels. Comme ça vient de la BNF, je pense que c'est tiré des archives en fait illustratives de la BNF. Je trouve ça hyper inspirant et du coup j'en ai acheté 3. Donc il y en a un qui s'appelle Plantes magiques, il y a beaucoup de plantes vénéneuses et compagnie. Il y en a un qui s'appelle Champignons, Secret des sous-bois. Et le dernier s'appelle Transport, ingénieuse machine. Alors j'adore parce que ça fait ultra... ça fait vachement Jules Verne quoi, les types qui sont sur leur machin là. Et en fait celle-là je l'ai achetée pour m'inspirer des montgolfières. J'ai envie de peindre des montgolfières à l'aquarelle et à l'encre. Donc je me suis dit il y en a pas mal des montgolfières dedans. Ça peut me servir de source d'inspiration, vous voyez. Pour tâtonner un petit peu le terrain dans le domaine et après trouver ma propre façon de m'exprimer, vous voyez. Donc là c'est un peu de l'inspiration artistique tout ça. Ensuite, une série, la série Fallout sur Prime Video, qui est tirée de la série de jeux vidéo du même nom. Moi j'avais dû jouer à Fallout 2 à l'époque et à Fallout New Vegas. Mais il y en a 4 plus New Vegas, donc il y en a 5 des Fallout au total. Et là ça a vraiment été fait en collaboration avec le studio de jeux vidéo qui a les droits de la licence. Et du coup il y a plein de petits clins d'œil pour les personnes qui connaissent les jeux. Maintenant, si vous ne connaissez pas les jeux, la série en elle-même est vraiment bonne. Donc c'est du post-apocalyptique Fallout, c'est du rétro-futuriste post-apocalyptique. C'est-à-dire que ça se passe... Donc on imagine un futur alternatif où ils sont un petit peu restés dans la guerre froide, hein, je crois bien, les Américains. Donc du coup il y a un côté très rétro, très années 50-60 dans la technologie. Et ils finissent par s'envoyer des bombes nucléaires sur la tête. Du coup, hiver nucléaire, ils s'enferment dans des abris nucléaires, etc. Et la série, tout comme les jeux, se passe, je crois, 100 ou 200 ans après comment on dit Fallout en français? Les retombées nucléaires. Et donc on a d'un côté les habitants des abris qui sont restés, les Américains comme à l'époque, qui ont leur petite société bien calme, bien rangée, etc. Et à la surface, c'est devenu le cirque, avec des tas d'organisations qui se sont créées, des machins, des gangs, etc. C'est pas possible, je crois qu'il y a même des cannibales qui traînent quelque part par là. Ah bon. Donc c'est vraiment du post-apo classique, ça fait un peu Mad Max, vous voyez. Et donc dans la série, on suit plusieurs personnages. Une jeune femme qui justement a été élevée dans un abri et qui a amené dès l'épisode 1 à rejoindre la surface et où on la voit confrontée à ce nouveau monde de la surface, qui est un petit peu gentil, bisounours machin, mais elle va pas le rester longtemps. Il y a un personnage qui est devenu une goule, c'est-à-dire qu'il a 200 ans le mec et il a connu avant l'explosion nucléaire, donc il a connu l'Amérique pré-nucléaire. Il est devenu un peu zombie, mais il a encore tous ses esprits, etc. C'est aussi un personnage qui fait un peu cow-boy, etc. Et on suit une jeune recrue d'une espèce d'organisation, je sais plus comment il s'appelle cette organisation, le Point de Fer ou les frères du Point de Fer ou un truc comme ça, qui est une organisation assez militaire avec des ordres un peu romains, ouais, il y a des centurions, des machins comme ça, et eux ils ont des grosses armures en métal, donc c'est un peu la nouvelle force militaire on va dire de la surface, et donc on suit ce jeune écuyer d'un centurion, où à lui aussi il arrive des tas de trucs, enfin voilà, et c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve toute la nuance qu'il y a dans les jeux vidéo, donc la nuance notamment morale, et de choix et d'éthique, quelque chose comme ça, qu'on retrouve également dans les jeux vidéo qui font, je trouve, la force des jeux vidéo Fallout. Évidemment, toute cette ambiance rétro-future, post-apocalyptique, etc., d'un point de vue visuel et esthétique, c'est hyper agréable. Beaucoup de musique de jazz qui fait penser aux années 50-60, etc. Enfin, c'est vraiment
Et je trouve que l'adaptation est vraiment réussie, les personnages sont réussis, le scénario est réussi. C'est vraiment cool de voir ces derniers temps des séries télé tirées d'univers de jeux vidéo qui sont quali quoi. Parce que je me rappelle les films, parce qu'à l'époque c'était plutôt des films qui faisaient il y a 10, 15, 20 ans tirés de franchises de jeux vidéo, c'était un peu la cata. Là c'est cool d'avoir une série qui est cool. Et autre truc audiovisuel que j'ai regardé ces derniers temps, c'est le château ambulant. Donc j'en ai fait un avis comparé, parce qu'en fait on a lu le château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est le livre dont est tiré Le Château Ambulant, qui est un film d'animation de chez Ghibli, qui est disponible sur Netflix en France. Et on a lu en fait Le Château de Hurle dans notre club de lecture sur Patreon en mars et avril, donc sachez que j'ai un Patreon, patreon.com/foytaylor, sur lequel vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café, soutenir des contenus gratuits comme cette vidéo. Et parmi les contreparties des mécènes, puisque j'anime cette page Patreon, il y a des contenus bonus, certains paliers qui reçoivent de la papeterie, etc. Et une des choses que j'anime pour tous les paliers à partir d'Espresso, c'est un club de lecture. Et donc on a lu le Château de Hurle en mars-avril, et du coup j'ai revu le Château Ambulant pour faire un peu un avis comparé du livre avec le dessin animé, etc. Donc il y a toute une vidéo vlog de lecture qui est disponible en bonus sur Patreon pour avoir mon avis complet sur tout ça. La version courte, c'est que ça m'a fait vachement plaisir de revoir le Château Ambulant que j'avais vu il y a une quinzaine d'années peut-être. On retrouve bien l'esthétique de Ghibli et en même temps le côté un peu onirique et conte de fées qu'il y a dans le livre. J'étais très contente de le revoir. Il fait partie de mes préférés de chez Ghibli, avec le voyage de Chihiro et puis Kiki la petite sorcière, la princesse Mononoke que j'aime bien aussi. Et voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et donc sachez si vous connaissez ou si vous aviez vu à l'époque les films d'animation de Ghibli, que en tout cas en France, ils sont tous sur Netflix. Et enfin des bouquins. Alors les bouquins, il y a 2 séries d'urban fantasy un peu romantiques que j'ai terminées, dont je vous avais déjà parlé à l'époque où j'avais lu les tomes 1, donc je vais aller assez rapidement. La première série, c'est celle qui s'appelle Elemental Mysteries par Elizabeth Hunter, qui est une série en 4 tomes avec le même héros et la même héroïne qu'on suit sur les 4 tomes. Et après, elle a fait une série de stand-alone qui s'appelle Elemental World, où on retrouve des personnages secondaires de cette série, qui deviennent les personnages principaux, et qui sont là des livres uniques à chaque tome. Donc cette série-là, je suis en train de la lire, mais j'ai terminé la série de 4 tomes qui est autour des 2 mêmes héros, donc Giovanni et Béatrice. Et donc pour vous resituer, c'est un univers qui se passe dans notre monde à notre époque, mais où les vampires existent, qui sont donc des créatures immortelles, qui sont animées par ce qu'ils appellent l'amnis, et qui sont dotés d'un pouvoir élémental. Donc il y a des vampires d'eau, de feu, de terre et d'air. Et que c'est un peu cette force élémentale qui leur donne aussi leur immortalité, leur pouvoir vampirique, etc. etc. Donc c'est une combinaison qui me plaît bien. Et du coup c'est un peu un mélange, c'est relativement lent et cosy comme ambiance. Beaucoup de scènes de vie, beaucoup de choses comme ça. Et il y a un côté un petit peu Da Vinci Code, mais Da Vinci Code un peu plus cosy puis avec des vampires quoi. Puisque le concept c'est que l'héroïne Béatrice, qui est humaine au début de la série, rencontre Giovanni qui est un vampire qui a été tourné en vampire à l'époque de la Renaissance, hein, Florence de la Renaissance, tout ça. L'époque de Pic de la Mirandole et tout ça je crois. Il a été transformé en vampire à cette époque-là. Et il cherche à étudier un certain manuscrit, ou à retrouver un certain manuscrit. Elle est bibliothécaire dans une bibliothèque universitaire où il y a justement des vieux textes que Giovanni souhaite étudier. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et à partir de là s'ensuit du coup 4 tomes d'aventure autour d'un manuscrit perdu, autour d'autres vampires anciens qui datent aussi de l'époque de la Renaissance comme Giovanni, avec de la politique entre les vampires. J'aime bien. Ça c'est un truc que j'aime bien dans les trucs d'urban fantasy avec des vampires, c'est tout ce côté un petit peu politique entre personnages immortels, etc. Il y a un ton très mature que j'apprécie beaucoup, qui me fait un peu penser à la série Highlander d'ailleurs. C'est que c'est des immortels qui se comportent vraiment comme des adultes qui ont vécu plusieurs siècles. Donc ça fait plaisir. Des gens qui ont une certaine culture, certains goûts, etc. Et en même temps, comme c'est des vampires, ils ont aussi certains instincts. Je trouve que cette dualité est très bien gérée par Elizabeth Hunter. Et donc il y a un aspect romantique, donc Giovanni et Béatrice, comme vous pouvez le deviner, vont tomber amoureux l'un de l'autre.
Et du coup, il y a tout un tas d'aventures romantiques qui se tiennent aussi en parallèle de toute cette intrigue avec le manuscrit. C'est un équilibre qui me plaît bien, où il y a vraiment ce côté, l'intrigue avec l'univers des vampires, etc. d'un côté, et l'évolution de la relation amoureuse entre les deux héros de l'autre. 4 tomes, c'est peut-être un peu long, notamment le tome 2 m'a moins plu. Je trouvais qu'il y avait un peu de drama inutile, etc. Ça se tire un peu. C'est quand même le genre de format, quand la romance est assez prépondérante, où je préfère que ce soit un tome par couple, plutôt que d'avoir plusieurs tomes qui étirent un peu la connexion entre les deux membres du couple. Cela dit, dans ce cas-là en particulier, je trouve qu'Elizabeth Hunter l'a bien mené. Et à part le tome 2 qui était un peu plus ventre mou, les tomes 3 et 4 m'ont beaucoup plu, enfin le tome 1 m'a beaucoup plu, et au final j'ai trouvé que c'était une série qui méritait d'être lue si vous aimez ce genre-là. Et la deuxième série que j'ai lue qui est exactement dans le même genre, hein, donc Urban Fantasy romantique, c'est la série The Edge par Ilona Andrews, qui est un couple d'écrivains qui écrivent sous le pseudonyme Ilona Andrews, qui sont célèbres pour leur série Kate Daniels, qui est ma série d'Urban Fantasy préférée. On en reparlera quand j'aurai lu les 10 tomes principaux, je suis encore dedans. Et donc là, la série The Edge se tient en 4 tomes, où là pour le coup c'est 4 couples différents, donc c'est 4 stand-alone, 4 livres indépendants, mais qui ont quand même un fil rouge antagoniste, et où on retrouve les personnages précédents en guise de personnages secondaires, etc. Je recommande vivement de les lire dans l'ordre. Alors là c'est le système où il y a 2 mondes parallèles. Il y a notre terre à nous, qu'ils appellent The Broken, donc le monde cassé, où il n'y a pas de magie. Il y a un univers qui s'appelle The Weird, donc le bizarre, où il y a beaucoup de magie, et qui est un peu une terre parallèle à la nôtre, avec des noms de pays différents sur le continent américain. Donc c'est la Terre, c'est le continent américain, mais c'est des pays différents, et c'est de la noblesse de mages, etc. C'est un truc beaucoup plus fantasy, avec des technologies un peu steampunk et tout ça, qui utilisent la magie pour fonctionner, etc. Et entre les deux univers, il y a une toute petite bordure, qui s'appelle The Edge, qu'on peut traduire par bordure, par la bordure, où il y a un petit peu de magie, mais pas beaucoup. Et où c'est une terre assez pauvre, où il y a des gens qui sont assez pauvres et en même temps qui sont très résilients et très, voilà, qui ont la niaque, etc. Il y en a qui ont été exilés depuis le Weird, enfin voilà. Et donc on suit 4 personnages, 4 couples dont au moins un des membres du couple a grandi ou vient de The Edge, vient de la bordure. Et puis il y a tout un tas d'intrigues, notamment politiques, dans l'univers de The Weird. Il y a 2 pays qui se font la guerre dans ce Weird là, et qui ont 2 agences d'espions ennemies, et l'intrigue globale des 4 tomes tourne pas mal autour de ça. Et donc on découvre la vie personnelle de chacun des 2 héros à chaque fois, du héros et de l'héroïne de chacun des 4 tomes, tout en ayant, à la façon d'Ilona Andrews, qui est très douée pour l'action d'Urban Fantasy, avec un truc hyper action, mystère, espionnage, machin, et c'est en vivant ces aventures-là que les 2 membres du couple vont apprendre à se connaître, tomber amoureux, devenir un couple. Donc encore une fois, on est sur une association intrigue urban fantasy avec un sous-ton romantique qui me plaît beaucoup. Donc j'ai eu les 4 tomes, ils m'ont plu tous les 4. Je suis pas sûre qu'ils soient tous traduits, mais si vous avez l'occasion de les lire, je vous les conseille vivement. Et dernier livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui était une immense surprise parce que je m'attendais à rien en fait. C'est un livre que j'ai trouvé sur Kindle Unlimited qui s'appelle Oreo, Sorcerers and Saints par Emi Kuivalainen, qui est une urban fantasy qui se passe à Melbourne, en Australie donc, de nos jours, entre romantique aussi, il se trouve. J'ai lu beaucoup d'urban fantasy romantique ces dernières semaines. Et donc, qui se passe entre un sorcier, dont j'ai déjà perdu le nom, Auguste peut-être, je sais plus, et une sainte. Alors le principe c'est que les saintes, ou les saints, je crois qu'il doit y avoir des hommes aussi, je sais plus, ou est-ce que c'est féminin, je ne sais plus. En tout cas, la sainte, l'idée c'est qu'elle a, en fait elle peut performer des miracles, elle a une figure tutélaire de sainte qui est la figure tutélaire de sa famille.
Et elle est capable de... Chaque saint en fait a son propre don quelque part. Et elle, son don, c'est de pouvoir expurger un peu le deuil des gens. Et elle tient un salon de thé où elle est capable de choisir juste les ingrédients qu'il faut pour concocter le thé nécessaire pour son client ou sa cliente. Et en fait, la personne vide un peu son sac par rapport à un deuil qu'il ou elle ressent, boit une ou plusieurs tasses de thé qui vont lui évoquer différents aspects de ce deuil, et après ils repartent du salon de thé en ayant toujours l'amour pour la personne qu'ils ont perdue, etc., mais en étant un peu allégé quelque part, en devenant capable de passer à autre chose, un peu d'avoir un peu guéri quelque part, même si on s'en remet jamais vraiment d'un deuil, mais ils ont réussi à expurger quelque chose en fait. Hein. Ça c'est le don qu'elle a. Et puis les saints, ils ont aussi des malédictions. Et elle, sa malédiction, c'est que les gens l'oublient. C'est-à-dire que les gens tombent sur son salon de thé un peu par hasard. C'est un salon de thé magique dont la porte change d'endroit dans Melbourne. Donc les gens, quand ils en ont besoin, en fait, quand ils sont appelés par sa magie, viennent la voir, boivent son thé, racontent tous leurs problèmes. Elle les aide, elle les soutient, elle fait boire le thé. Après, ils quittent le salon de thé et ils oublient toute cette expérience. Ce qui fait qu'elle vit depuis plusieurs décennies, je crois, hein, elle a bien 80 ans, mais elle a encore une tête de jeune femme, puisque c'est une créature magique. Et elle est bien solitaire, hein, puisque les derniers membres de sa famille avec qui elle était sont décédés, je crois, à part son grand-père qui a été transformé en chat et qui est un personnage secondaire incroyable, qui est dans son salon de thé. Et du coup, c'est une femme assez solitaire, puisque les gens oublient, même si par exemple elle décide de rencontrer du monde, par exemple de coucher avec un homme un soir pour s'amuser, machin, le mec il va l'oublier le lendemain, donc c'est un peu solitaire comme existence. Et puis le sorcier, lui, c'est un sorcier qui est assez connu dans Melbourne pour étant un peu, je sais pas s'il le surnomme pas le juge ou un truc comme ça, pour venir vérifier que les créatures magiques qui vivent donc aux côtés des humains, à l'insu des humains, ne fassent pas un petit peu n'importe quoi. Et ça fait plus de 100 ans qu'il est à Melbourne. On comprend qu'il y a une raison pour laquelle il est coincé dans ce rôle-là qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Et lui aussi, il est assez solitaire finalement, et un jour, sa magie, enfin la magie du salon de thé l'amène, et il rentre dans le salon de thé de la sainte. Et c'est quelqu'un qui a le cœur gros sur beaucoup de sujets, ce qui fait que une session va pas forcément suffire, et surtout c'est le seul qui se souvient d'elle. De tous les clients qu'elle a depuis tout ce temps. Et donc à partir de là, se crée toute une histoire. Donc il y a une intrigue autour, d'un côté autour de la véritable histoire familiale de l'héroïne, et puis autour de pourquoi le héros, le sorcier, il est à Melbourne. Il me semble qu'il y a une histoire de faille magique à refermer sur Melbourne ou un truc comme ça. Donc il y a quand même une intrigue. Et à côté de ça, il y a ces deux personnages qui se rapprochent petit à petit. C'est adulte, c'est mature, ils ont tous les deux âgés de plusieurs dizaines d'années, ils ont tous les deux 100 ans, plus de 100 ans, ils se comportent comme des adultes, ça fait plaisir, c'est vraiment une histoire adulte. Et en même temps il y a un côté très cosy avec ce salon de thé, etc, le rythme est assez lent, ça explore des sujets justement autour du deuil, c'est assez émotionnel en fait entre les deux personnages, comment ils se guérissent en eux-mêmes en même temps qu'ils s'apportent du soutien l'un à l'autre, c'est vraiment hyper sympa. C'est vraiment une tasse de thé réconfortante, et en même temps il se passe quand même des choses, il y a quand même de l'action, il y a quand même un univers qui est riche derrière qu'on devine, parce qu'il y a d'autres après créatures surnaturelles, autant que je me souvienne il y a des elfes, différentes créatures, des fées, etc. Différentes créatures qui existent dans le monde surnaturel des druides aussi, je crois qu'il y a des druides. Des immigrés irlandais qui sont à Melbourne. Bref, je ne sais pas s'il est traduit. Je ferai comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers les éditions de Goodreads. Comme ça, le jour où vous regardez cette vidéo, vous pourrez cliquer dessus et savoir s'il existe en français ou pas. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné des pistes un petit peu d'inspiration, de choses que vous avez envie des objets que vous auriez envie d'utiliser, des livres que vous auriez envie de lire, des choses comme ça. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!